Chers amis, je suis très heureux de vous voir ici. Très heureux que Arsenal de livres fonctionne en ces jours difficiles de guerre. Je tiens à remercier ses organisateurs. Je tiens à remercier particulièrement Madame Slavinska qui a organisé ce programme très important de notre communication avec vous. Je tiens à remercier nos défenseurs. Nous comprenons très bien que sans leur courage, nous ne serions pas là. Et nos espoirs d'une future Ukraine pacifique et démocratique s'envoleraient également. Nous vivons un autre moment particulier de notre histoire commune. Nous avons appelé cette rencontre la mémoire des terres sanglantes, et ce n'est pas mon terme. C'est le terme utilisé par Timothy Snyder pour définir l'Ukraine et ses pays voisins comme le sens de notre histoire. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie sont-elles constamment au centre de tragédies, d'errance, de pertes, d'identité nationale et de lutte pour sa préservation? Pourquoi sommes-nous constamment obligés de vivre dans des pays ensanglantés, même au XXIe siècle, qui, je pense, paraissait pour beaucoup d'entre nous, il y a quelques années, une époque de progrès, de développement pacifique et, en fin de compte, de vie humaine normale. Comment se fait-il qu'avec l'invention de l'intelligence artificielle, des gens sans aucune intelligence tuent, volent et commettent des violences sur notre terre? Comment se fait-il qu'à une époque où il semble que le droit international doit être une priorité incontestable, comment se fait-il que ce droit soit violé et de vous et de moi et du monde civilisé? Ils exigent la reconnaissance du droit de la force et non de la force du droit. Nous ne sommes pas l'unique région du monde dans ce cas, mais moins connu de tous comme le territoire des terres sanglantes. Ce que les Balkans sont le territoire d'où vient la guerre, les gens savent depuis des siècles. Après tout, la Première Guerre mondiale a également éclaté dans les Balkans. Tout le monde sait depuis des siècles que les événements au Moyen-Orient peuvent conduire à des guerres sans fin. La lutte pour le Moyen-Orient a toujours fait partie de l'histoire et de la politique mondiale. Empereur romain et Napoléon, secrétaire général soviétique et président des États-Unis, tout le monde était là et chacun se battait pour son influence et ses opportunités. Et nous étions ici, semble-t-il, à la périphérie de la civilisation. Et peu de gens imaginaient que notre destin, notre histoire et notre développement rappellent complètement toutes ces régions qui ont toujours été le centre
de la déstabilisation du monde entier. Et maintenant, c'est notre tour. Et beaucoup de gens dans le monde se demandent, la Troisième Guerre mondiale ne commencera-t-elle pas depuis l'Europe centrale? Se pourrait-il que des armées nucléaires soient utilisées ici même, en Europe centrale? Se pourrait-il qu'une guerre de catastrophe causée par l'homme ait commencé dans cette région? Cela a déjà commencé. On peut dire que l'explosion de la centrale hydroélectrique de Kakhovska a été le début de cette guerre de plusieurs catastrophes d'origine humaine. Je pense que nous devrions parler du choc des civilisations. Toutes les régions que j'ai mentionnées se sont toujours situées à cette frontière civilisationnelle, pas géographiquement, mais spécifiquement civilisationnelle, où la priorité du droit en tant que tel s'est toujours heurtée au droit de la force et à la conviction que la force peut imposer son pouvoir, ses valeurs et, plus important encore, sa culture, sa langue, sa vision du monde. Cela a toujours été le cas dans les Balkans, c'était le cas au Moyen-Orient. C'est ce qui se passait chez nous. C'est juste que nos territoires n'ont jamais été perçus comme étant en conflit pour le monde. Pour la plupart des gens en dehors de l'Ukraine et pour de nombreuses personnes dans notre pays, l'Ukraine, pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, n'a été qu'une extension de Moscou, une continuation si originale de Moscou. Une continuation de Moscou dans laquelle les raviolis eux-mêmes sautent dans la bouche, comme le disait à ses lecteurs russes un grand écrivain russe né sur ces terres sanglantes. Et c'est seulement maintenant, que la plupart d'entre nous et ceux qui nous regardent réalisent que nous sommes différents. On se rend compte que notre civilisation est différente de la civilisation de la Russie voisine. Après tout, on se rend compte que même la civilisation de la Russe du Nord pré-mongole était déjà différente de la civilisation de la Russe du Sud. On peut en parler longtemps, on peut lire des cycles de conférences historiques, et je pense souvent que cela devrait être fait, parce que notre problème est que nous avons vécu dans un monde de falsification de l'histoire, un passé falsifié. Je suis absolument sûr que les gens qui vivent dans un monde au passé falsifié ne peuvent pas avoir de véritable présent et, ce qui est le plus terrible, ils ne peuvent pas avoir d'avenir. Je crois sincèrement qu'après ces épreuves, les Ukrainiens pourront retourner à eux-mêmes. C'est une expérience difficile. Ce serait mieux qu'elle soit évolutive. Ce serait mieux si cela se faisait par le biais des batailles politiques et de compétitions culturelles. Mais le pays qui nous a attaqués, comme nous pouvons le constater, ne veut pas de batailles politiques ni de compétitions culturelles. Elle veut nous détruire. Détruire ceux qui croient en leur pays et qui ressentent intérieurement leur propre identité. Il me semble que nous comprenons tous très bien que l'identité ne peut en réalité être remplacée. On ne peut pas faire d'une personne ce qu'elle n'est pas.
Je suis né à une époque où tout ce qui était juif était en grande partie interdit. Vous pouviez aller en prison pour avoir enseigné l'hébreu. Le sionisme était un grand mot. La culture juive en yiddish était discriminée. Et il n'y avait même pas de manuel. Je dis toujours que quand j'essayais d'apprendre à lire et à écrire dans la langue de mes grands-parents, j'ai découpé des pages des seuls magazines de l'Union soviétique à l'époque appelés Sovjetische Heimat et je les ai copiés dans un cahier. Et c'est ainsi que j'ai appris à lire et à écrire. Il n'y avait tout simplement aucun livre sur lequel je pouvais étudier. Je me suis senti humilié. J'ai pensé, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais je savais très bien que lorsque je voyais ces lettres ou entendais ces mots, et surtout lorsque j'entendais de la musique folklorique, je sentais que c'était la mienne. Et en extrapolant à mes pères ukrainiens, j'ai vraiment compris qu'ils ressentent la même chose lorsqu'ils entendent leur propre musique folklorique. Et d'ailleurs, j'entendais tout le temps de la musique folklorique ukrainienne, car mes fenêtres donnaient sur la chapelle folklorique d'Umka. Ainsi, depuis l'enfance, j'ai entendu plus de chansons folkloriques que je n'en ai jamais entendues de ma vie par la suite. Je les connais toutes et je peux chanter tout le répertoire. Alors, j'ai compris que c'était comme un cœur. Il ne peut pas être remplacé. Mais c'était important pour moi de comprendre hier et aujourd'hui pourquoi les gens ne veulent-ils pas l'admettre en eux-mêmes. Et parce que l'État dans lequel nous avons vécu pendant des siècles a tenté de nous convaincre qu'il est honteux d'être soi-même. Il n'y a aucune honte à être russe, car c'est le frère aîné de toutes les nations. Et en ukrainien, eh bien sûr, vous pourrez danser le opaka, faire des vareniki avec des cerises quand des parents de Moscou viennent. Mais il n'est pas nécessaire de parler cette langue rurale avec la population urbaine. Si tu ne veux pas être paysan, parle par tous les moyens en langage humain. Et c'est ainsi en fait qu'une grande nation, plusieurs millions de personnes, ont vécu dans cet état d'humiliation, non pas pendant des décennies, mais pendant des siècles. Des siècles, les gens avaient honte d'eux-mêmes. Lorsque l'État moscovite est arrivé sur ces terres, les habitants des villes parlaient ukrainien, polonais, écrivaient des poèmes en latin et en yiddish. Avant la révolution de février 1917, il n'y avait qu'une seule ville en Ukraine où les Ukrainiens constituaient la majorité. C'était Poltava, selon le recensement de la population, et une ville dans laquelle les Juifs constituaient la majorité. C'était Berdichev. Et toutes les autres villes étaient russes. Et d'où venaient les Russes en si grand nombre? Et ce n'est pas d'où ils viennent, c'est juste que beaucoup de gens voulaient devenir Russes, parce que c'était mieux que d'être des citoyens de seconde classe. C'est ainsi qu'a eu lieu la russification culturelle, démographique et linguistique de l'Ukraine, bien avant les bolcheviks. En conséquence, nous sommes devenus un pays dans lequel tout ce qui est ukrainien était relégué au folklore, relégué à la campagne, transformé en une culture qui ne peut pas avoir une dimension moderne. C'était un mensonge évident. Nous savons à quel point la culture de la langue ukrainienne a engendré des réalisations qui peuvent être comparées aux réalisations culturelles de n'importe quelle autre culture européenne. Mais c'était toujours caché. Quelque chose de complètement différent apparaissait toujours au premier plan. Ils ont toujours essayé de prouver aux gens que s'ils veulent se développer,
Ils doivent devenir comme le frère aîné. J'ai récemment lu un long texte sur la manière dont des processus similaires se sont déroulés au Kazakhstan. Et j'ai vu exactement le même parallèle. Diminution de l'enseignement de langue kazakh dans l'établissement d'enseignement supérieur du Kazakhstan. Pression sur les Kazakhs qu'il n'y a jamais eu d'histoire au Kazakhstan. Et c'est ici que les Russes ont créé toute l'histoire. Conviction des Kazakhs qu'une personne intelligente et cultivée ne peut être que celle qui parle la langue russe. Et c'est ainsi qu'a grandi toute une nation de Kazakhs russophones, tout comme une nation d'Ukrainiens russophones. Et quel est le résultat? Il n'y a pas eu de guerre au Kazakhstan. Mais selon vous, quel pourcentage de la population du Kazakhstan estime aujourd'hui que la Russie n'attaquera jamais le Kazakhstan? Devinez. Combien? 73%. Et c'est en quelque sorte une figure de l'inconscient national. Le fait que les gens ne peuvent pas croire qu'un pays voisin peut commettre un tel crime. Le pays avec lequel ils sont censés vivre en paix depuis des décennies. Et le fait que ces pays vivent en paix avec eux tant qu'ils lui obéissent ne semble même pas réel. Même dans le contexte de l'expérience vécue aujourd'hui par le peuple ukrainien. Aujourd'hui, ici, sur nos terres, de nombreux problèmes sont résolus en même temps. Le premier concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la préservation du peuple ukrainien sur les anciennes terres où vivent les Ukrainiens. Mais, parallèlement à cela, il est décidé où passera la frontière de la civilisation et où commencera la non-civilisation. J'ai toujours dit, et je suis prêt à le répéter, que les Ukrainiens passent deux examens. Le premier porte sur la capacité de créer un État et sur la protection de l'idée même d'État. Et on voit comment nos compatriotes réussissent cet examen. Et dans cette guerre, et pendant la défense de notre pays en 2014-2022, et sur les Maïdans. Et le deuxième test est de savoir si l'État ukrainien peut tenir tête à l'intérieur des frontières de la RSS d'Ukraine. De plus, l'examen est très important non seulement pour nous, mais aussi pour l'ensemble du monde civilisé. Et la frontière passera là où nous pourrons la protéger. Pas seulement la frontière ukrainienne, mais aussi la frontière du monde libre. Et puis, le monde de l'esclavage commencera. Et la Russie ne veut pas seulement transformer notre pays en un monde d'esclaves. Elle veut montrer à tous les autres peuples de son ancien empire ce qui arrive à ceux qui résistent à l'esclavage. C'est pourquoi elles sont en guerre contre la population civile. C'est pourquoi elles veulent détruire nos infrastructures. C'est pourquoi nos musées sont attaqués. C'est pourquoi ils enlèvent et tuent des femmes et des enfants. Afin que chaque pays auquel la Russie dira plus tard qu'elle doit revenir dans le giron russe comprenne ce qui lui arrivera, comme ce fut le cas pour l'Ukraine, s'il n'obéit pas. Nous disons souvent que nous protégeons le monde civilisé de l'invasion russe. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que le monde civilisé soit autant en danger. Étant donné que pour qu'il soit en danger, il faut que les dirigeants russes acceptent la possibilité d'une guerre nucléaire. Et nous voyons déjà que Poutine est un lâche. C'est un voyou de Saint-Pétersbourg. Il ne frappe que lorsqu'il n'est pas lui-même en danger. De telles personnes, bien entendu, sont capables de frapper des pays qui ne peuvent pas leur rendre l'appareil.
Et c'est pourquoi il peut rêver que s'il réussit, il lancera une attaque nucléaire contre un État non nucléaire. Pas forcément selon nous. De nombreuses épreuves sont encore à venir dans d'autres pays. Mais pour les pays qui peuvent réagir et qui possèdent eux-mêmes des armes nucléaires, je pense qu'il y a peu de danger pour eux. C'est pourquoi il est si important pour nous de faire partie de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Afin de passer du territoire de ce combat gladiateur, où nous sommes tués par la machine sauvage et sans âme de l'anti-civilisation russe, au balcon des spectateurs. Et regarder les guerres russes comme les Polonais, les Français, les Finlandais et les Allemands les regardent maintenant. Après tout, les Russes ne considéraient pas les Polonais et les Finlandais comme des êtres humains, même avant la Seconde Guerre mondiale. Après tout, les Russes trouvaient qu'il n'y a jamais eu et qu'il ne devrait pas y avoir de Pologne. Après tout, dans la littérature de propagande russe de l'époque de l'Empire, il a toujours été écrit que les Russes et les Polonais formaient un seul peuple, séparés uniquement par des religions différentes. En fin de compte, Staline a créé un gouvernement fantoche pour la Finlande qui était censé venir à Helsinki avec des baïonnettes soviétiques et signer l'accord sur l'adhésion de la Finlande à l'Union soviétique, parce qu'il ne devait pas y avoir de Finlande. Mais finalement, les Russes ont dû accepter l'existence de la Pologne et de la Finlande, et ils seront obligés de nous accepter. Il est important que notre résistance protège. Et ce n'est pas une tâche facile, ni une tâche que nous accomplissons, mais le résultat de notre lutte, d'autres peuples de l'ex-Union soviétique, d'être absorbés par l'État russe. Je ne qualifierai pas seulement les républiques européennes de l'ex-Union soviétique des terres sanglantes. J'ai appelé l'ensemble de l'ex-Union soviétique les terres sanglantes. Imaginez l'Empire russe. Nous ne savons pas grand-chose non plus. Mais si l'on regarde l'histoire de chaque nation, depuis Ashgabat, où les Turkmènes ont été massacrés par les troupes du général Skobelev, et sur les terres ukrainiennes, où l'Église gréco-catholique ukrainienne a été persécutée même pendant la Première Guerre mondiale par les troupes du général Brusilov. Et nous verrons le même cauchemar partout. Et si nous parvenons à durer, si nous parvenons à préserver notre État, si les Ukrainiens parviennent à se développer en tant que nation européenne, et j'en suis convaincu, peu importe le temps dont nous disposons pour défendre ce droit qui est le nôtre, cela peut arriver comme ça qu'ils n'agresseront personne d'autre. Et la nouvelle génération des Khazars, des Turkmènes, des Kirghizes, d'Ouzbeks, j'espère, et de Biélorusses, je l'espère vraiment, et d'autres peuples de l'ancien empire soviétique, nous en serons reconnaissants envers nos soldats. Les ambitions impériales de Moscou ont toujours commencé avec l'Ukraine. Beaucoup pensent que la thèse selon laquelle l'Empire est impossible sans l'Ukraine est exagérée. Cependant, je me souviens très bien de mes discussions avec mes collègues des pays baltes en 1990. Les soi-disant républiques des pays baltes soviétiques ont déjà recouvré leur indépendance, mais personne ne l'a reconnu. Et j'ai écrit un article en ukrainien dans le magazine VKR de Tallinn, dans lequel je disais que l'indépendance de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie serait reconnue 2 jours après que l'Ukraine aura déclaré son indépendance, parce que l'Empire ne se souciera pas de la Baltique. Et mes collègues baltes qui ont vu que leur pays était au centre de l'attention mondiale ont dit « Eh bien, d'où te vient une telle ukrainocentricité? Pourquoi tu entraînes l'Ukraine dans les problèmes aussi graves liés à notre lutte pour l'indépendance, alors que l'Ukraine ne sait même pas de le conquérir?
Je leur ai dit, ce n'est pas chez moi un ukrainocentrisme, vous vous trompez. L'ukrainocentrisme appartient au peuple russe. Et vous verrez comment tout se passera. Je retourne un jour ou deux. Après que la Verkhovna Rada d'Ukraine ait proclamé l'indépendance de notre pays, le Conseil d'État de l'Union soviétique a reconnu l'indépendance de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie. Cela s'est produit et cela montre une fois de plus à quel point l'Ukraine est précieuse pour l'État russe. Pourquoi est-il possible de tout tuer et de tout détruire pour obtenir l'Ukraine? Pourquoi, s'il ne peut pas être capturé, il peut au moins être transformé en territoire de malheur? L'Ukraine, la clé pour l'histoire russe falsifiée. La vraie clé. Car s'il n'y a pas d'Ukraine, le mythe de l'État millénaire disparaît. Un Russe nordique ordinaire, créé par Andrei Bogolyubsky, apparaît. Un pays qui était une dictature presque depuis ses premiers dirigeants, même avant la Horde d'Or. Un pays qui a construit son État et sa pyramide du pouvoir d'abord sous l'exemple de cette Horde d'Or. Et deuxièmement, parce qu'elle a toujours soutenu les occupants dans la lutte contre ceux qui tentaient de les en empêcher. Et c'est aussi une histoire tout à fait réelle de nos relations avec Moscou, qui s'appelait alors Suzdal. Mais cela n'a pas cessé d'être Moscou. L'Ukraine est la clé de l'Europe. L'ambition de la Russie de contrôler l'Europe, du moins au sens médiéval. C'est une chose quand vos roquettes, vos régiments de chars et votre abruti de Prigozhin sont quelque part à Rostov, et imaginez quand vous serez à Oujgorod avec votre armée de missiles, et vous menacez tout le monde autour de vous. Vous pensez que Josip Vissarionovich Staline a annexé la région de Transcarpathie à l'Ukraine par amour pour le peuple ukrainien? Il voulait cracher sur ce peuple ukrainien. Il avait besoin d'un endroit pour intimider l'Europe. Sans l'Ukraine, la Russie ne se sent pas comme le gendarme de l'Europe. Sans l'Ukraine, la Russie ne se sent pas comme un pays capable de faire couler le sang non seulement sur nos terres, mais aussi sur celles de nos voisins. Sans l'Ukraine, les dirigeants de Moscou ne se sont pas les héritiers des dirigeants de Kiev. Sans l'Ukraine, la Russie a une chance de se relever. Et comme tout alcoolique, elle ne veut pas guérir, elle veut boire du sang. Et c'est pourquoi il est très important que nous contribuions à cette récupération. C'est aussi une tâche incroyable que nous devons accomplir. Mais pour que l'Empire se rétablisse et cesse de nous harceler, nous devons également nous rétablir. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui devrait mettre un terme une fois pour toutes à cette compétition identitaire schizophrénique observée dans la société et dans le peuple ukrainien depuis des siècles. Quand, d'un côté, nous avons des gens qui se considèrent comme des Ukrainiens, dans le même sens civilisationnel dans lequel les Polonais se considèrent comme Polonais, les Romains comme Romains, les Français comme Français. Et je ne parle pas d'appartenance ethnique. L'ethnicité est l'affaire du président Poutine, qui se concentre sur l'origine nationale de toutes les personnes qu'il rencontre au Kremlin. Je parle de ressenti, du sentiment d'appartenance. Mais à côté de cela, il y a toujours eu une identité des gens, même s'ils n'étaient pas toujours nombreux, ils étaient toujours des millions, qui considéraient toujours l'Ukraine comme faisant partie du monde russe, continuation de la Russie, la meilleure continuation de la Russie avec du beau temps. Je pense que la plupart des militaires
qui ont prêté serment pour l'Ukraine en 1991, anciens militaires de l'armée soviétique, ont prêté serment pour la Russie avec du beau temps, parce que le rêve de tout retraité militaire soviétique était de rester dans la région de Poltava et non dans le Vorkut. Et de quel genre d'amour pour la partie s'agit-il? Pourquoi ne pas tomber amoureux de Magadan? Doit-il toujours y avoir du beau temps en Russie et plus 25 degrés en été? Eh bien sûr, c'est patriotique. Mais tu restes ici et tu dis que c'est la Russie. Et nous avons vu un grand nombre de porteurs d'une telle identité. L'un de ceux-ci était même le président de l'Ukraine. Vous vous souvenez? Il y avait un tel monstre. Mais la majorité des électeurs présents aux élections présidentielles ukrainiennes de 2010 ont voté pour ce monstre, et pas la minorité arrivée en 2004. Et il y avait une autre identité importante, je pense la plus importante, des gens qui n'ont pas encore décidé qui ils sont. Et le fait est qu'ils n'ont pas envie de décider. Ils pensaient que cela n'avait aucune importance. Quelle différence cela fait-il qui nous sommes tant que nous vivons bien et conduisons notre belle voiture sur une belle route menant au cimetière? Et votre langue peut attendre. Et quand je convainquais les gens que l'État doit avoir un sens et que ce sens n'est pas de remplir le ventre, même si vous le farcissez des raviolis aux cerises, personne ne m'a cru. Mais maintenant, beaucoup y croient, et pas à moi. Ils croient à Poutine. Et j'espère aussi qu'après la guerre, il y aura davantage de personnes ayant une identité ukrainienne, bien plus qu'avant la guerre, et que le thème de l'identité cessera d'être un thème politique, que nos discussions politiques tourneront autour de l'économie, du développement des forces armées, du rythme de l'intégration européenne, de la corruption et du système judiciaire, même si rien de bon n'arrivera ici. Mais le sujet « Qui sommes-nous » cessera d'être un sujet politique. Je l'espère vraiment, j'ai toujours dit. Je ne convainc pas ceux qui ont parlé russe toute leur vie à commencer à parler ukrainien si cela leur est difficile. Je le convainc de créer une telle opportunité pour leurs enfants, pour les enfants. Et je veux toujours souligner une chose qui est très importante pour moi. Il n'est pas nécessaire d'inventer que votre langue maternelle est la langue qu'ils ont commencé à parler avec vous dans l'enfance. Ce n'est pas vrai, c'est un discours impérial. La langue maternelle est la langue de votre famille. Écoutez, il est évident que lorsque je suis né à Kiev, qui était alors presque russophone, ils ont commencé à me parler en russe dès les premiers jours de ma naissance. Les Juifs d'Union soviétique étaient presque tous russifiés. L'écrivain Grigori Kanovitch, que je considère comme mon professeur de morale, récemment décédé en Israël, écrivait en russe sur des sujets juifs parce qu'il voulait communiquer avec son public. Il n'y avait tout simplement pas d'autre langue pour parler avec les Juifs de l'Union soviétique. Mais je n'ai jamais considéré le russe comme ma langue maternelle. J'ai vu mes grands-mères et mes tantes se parler en yiddish. Cette langue était déjà en train de mourir sous mes yeux, mais elle existait. J'ai réalisé qu'ils parlaient yiddish avec leurs parents morts pendant l'Holocauste, ne serait-ce que par respect pour la mémoire de ces personnes tuées, dans l'un des processus les plus tragiques de l'histoire de mon peuple. Je ne dois pas considérer la langue de notre peuple comme ma langue maternelle. Je constate que lorsque moi et mes proches, la génération plus âgée, sommes arrivés dans la région de Tcherkassy ou de Poltava,
Ils sont naturellement passés de la langue russe qu'ils parlaient dans les rues de Kiev à la langue ukrainienne, parce qu'ils parlaient cette langue ukrainienne avec leurs voisins dans leur enfance. Il n'y avait pas de voisins russophones. Les Ukrainiens ne parlaient pas russe, vous comprenez? Pourquoi alors aurais-je dû considérer la troisième langue que nous connaissions comme ma langue maternelle? Je pensais qu'il était possible de parler plusieurs langues, mais vous considérez la langue de vos proches comme votre langue maternelle. Et quand vous êtes ukrainien et que vous avez honte de la langue de vos parents ou de vos grands-parents, c'est ce complexe qui ne vous donne pas la possibilité de déployer vos ailes. Et c'est pourquoi je dis, commencez à parler ukrainien avec vos enfants. Voyez son avantage pour votre développement antérieur. Pas nécessairement culturel. Personne n'oblige les autres, comme vous et moi, à venir à l'arsenal du livre et à acheter des livres. Juste pour parler, juste pour déclarer son amour, juste pour comprendre la valeur de ce sentiment et le sentiment de la civilisation pour la survie. Je pense avoir cité une fois Vinyavski. Une très bonne citation. Elle a ensuite été traduite par Ivan Malkovich. Je ne me souviens plus de sa traduction, mais je me souviens du sens du dialogue du poète avec une jeune femme qui demande à ce poète polonais « Qu'est-ce que la Pologne ?» Et le poète lui répond « Laissez la dame mettre sa main sur sa poitrine à gauche. Que ressentez-vous » Il dit que le cœur bat là. Eh bien, la Pologne est là. C'est absolument ce que nous ressentons lorsque nous parlons de notre pays natal. Juste la sensation d'un battement de cœur. J'ai toujours demandé à mes amis des Ukrainiens du Canada, des États-Unis, pourquoi alors qu'ils sont nés en Amérique du Nord dans des conditions complètement différentes, des conditions de confort différentes de nôtres. Lorsqu'ils viennent ici, ils planent littéralement. Et ils ont commencé à m'expliquer les émotions que j'avais ressenties pour la première fois en principe lorsque je suis allé en Israël, à Jérusalem. J'ai ressenti exactement la même chose là-bas, même si je n'étais absolument pas prêt pour cela. C'est ce sentiment d'émotion lorsque vous ressentez une connexion, je dirais, quand tu sens que tu n'aimes pas ton pays, mais que lui t'aime. Il suffit de croire que l'Ukraine vous aime. Alors tout prend sens. Et c'est la chose la plus importante que je pense doit être réalisée à partir de notre expérience ensemble. C'est une expérience difficile, expérience d'épreuves et d'errance constante, expérience de catastrophe constante. Regardez ce qui a été fait au peuple ukrainien tout au long de son histoire. Il a été tué, il a été marginalisé, il a été torturé par la famine. Sa réputation historique a été détruite. Il a été rendu responsable des crimes commis par les autres pays. Il n'avait pas le droit de grandir, de se développer ou de se repentir. Presque tout était interdit et monopolisé par d'autres. Et maintenant, il s'est avéré que tout cela était inutile. Savez-vous comment l'herbe perce le béton? Elle ne peut pas être cimentée. Aucune chance. C'est quelque chose que, en principe, les Russes n'ont jamais connu des Ukrainiens. Après tout, vous comprenez que toute cette guerre était calculée pour que les Ukrainiens jettent des fleurs aux bandits qui venaient chez eux. C'était une guerre basée sur « les Ukrainiens sont comme les Russes ». Eh bien, on a vu en principe à quoi cela devrait ressembler. C'est à ce moment-là que tout le monde à Rostov embrasse le même d'Evgeny Prigogine. C'est ainsi que nous devrions embrasser les mêmes d'Evgeny Prigogine. En quoi sommes-nous pires que les Russes? Et il s'avère que non, on est mieux.
Et c'est là, en principe, la situation d'aujourd'hui peut être un hommage à ceux qui n'ont pas eu cette chance et ceux qui ont la chance de vivre dans un État paisible et heureux. À ceux qui doivent reconstruire cet État, à ceux qui sont privés de nos émotions, de nos complexes, de nos disputes. Un journaliste polonais qui m'a interviewé m'a demandé aujourd'hui quand, en principe, l'Ukraine se débarrassera-t-elle de tous ces problèmes associés au développement post-soviétique. J'ai répondu, c'est mathématiquement très simple. Nous, avec vous, pouvons aussi compter. Les enfants nés en 2007 et scolarisés en 2014, alors qu'il n'y avait plus d'influence culturelle russe dans l'éducation, on la retrouve sur TikTok, sur YouTube, mais ce n'est plus une civilisation dominante, mais un pays qui occupait une partie du territoire. Et surtout les enfants qui sont nés en 2010, en 2011 et qui grandissent maintenant pendant cette guerre. Alors, quand ils auront 25 ans, quand ils seront des membres actifs de la société, c'est environ en 2033-35. Et d'un autre côté, mes pères et ceux qui sont un peu plus jeunes sont des gens qui ont grandi en Union soviétique. Quand aurai-je 70 ans? Je le sais. En 2037. Oui, si je compte bien, c'est toujours un problème pour moi. J'ai peur qu'il y ait des professeurs de mathématiques dans le public. C'est toujours une catastrophe. Et cela coïncide à peu près. Les derniers soviétiques auront quitté cette terre et la société active, elle n'a pas connu l'expérience soviétique et surtout post-soviétique et russe. Et ils construisent ce pays juste comme un pays normal, et pas comme une ancienne république soviétique. Autrement dit, il restait en principe 15 années. Nous disons toujours, Moïse a dirigé le peuple pendant combien de temps? 40 ans. Mais ensuite, les gens mourraient plus vite. Il va falloir marcher davantage. Mais nous n'avons pas de désert ici. Et Moïse change tous les 5 ans. C'est dans le caractère national ukrainien. Et je veux vous le dire dans le caractère juif aussi. C'est juste que lors des pérégrinations dans le désert, ce n'était pas aussi bien connu qu'aujourd'hui. Nous avons une tâche très simple à accomplir. Il faut veiller à ce que ces terres ne soient plus jamais sanglantes. Atteindre la victoire, c'est-à-dire la préservation de l'État et de la paix. Remettre en état paisible à nos descendants. Sauvegarder l'Ukraine en tant que civilisation. C'est également une tâche très importante dans le contexte de cette guerre. Vous et moi sommes bien conscients que de nombreuses personnes qui ont quitté notre pays pendant cette guerre pourraient ne pas y revenir. Mais il est important qu'ils ne cessent pas d'être ukrainiens. Croyez-moi, cela peut être fait. Je peux vous le dire en tant que juif qui n'a jamais cessé d'être juif. Et nous avons connu nos propres échecs générationnels liés aux attaques russes, et pas seulement russes, contre notre peuple, sous les coups de la civilisation soviétique. Mais après tout, si vous voulez sauver les gens, vous pouvez toujours les sauver si vous avez un tel désir. Je vois l'Ukraine du futur précisément comme un pays dans lequel l'interaction des Ukrainiens qui construiront l'Ukraine ici et les Ukrainiens qui sympathiseront et aideront à sa construction là-bas et constitueront la symbiose qui fera de nous un État européen fort. Mais pour cela, nous avons besoin d'institutions étatiques fonctionnelles, ce qui nécessite des institutions culturelles fortes. Pour cela, nous devons être un pays dans lequel on a envie de venir et de revenir.
Tout cela devra être construit, pas aujourd'hui et pas demain, parce qu'aujourd'hui et demain, il y aura la guerre. Et je dis toujours que je ne veux pas faire des projets d'après-guerre, parce que je ne sais pas à quoi ressemblera l'Ukraine après la guerre. Mais chacun de nous doit dire comment il aimerait voir l'Ukraine après la guerre, parce que le pays commence avec vous et nous. Cela commence par ces millions de personnes qui voudraient être ukrainiennes mais n'ont pas pu, parce qu'on leur a refusé le droit à leur propre identité, parce qu'ils ont été punis pour avoir voulu être ukrainiens. Et dans le village où les gens mouraient de faim, et dans des villes où on leur a appris qu'ils devaient être quelqu'un d'autre. Bien entendu, les pays ne se construisent pas uniquement à partir de la mémoire. Ils se construisent dans le respect de nous-mêmes. Et je suis absolument sûr que ce que nous vivons aujourd'hui nous donne droit à un tel respect. Si nous ne laissons pas ce pays dans les 15 prochaines années à des gens capables d'en faire un pays moderne et non soviétique, alors nous ne pourrons pas honorer dignement ceux qui combattent actuellement au front, ceux qui donnent leur vie pour que l'Ukraine soit ainsi, ceux qui prouvent par leur sang que ces terres ne seront plus sanglantes. Дякую.